On est ensemble pour débattre et commenter l'actualité avec Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Nicolas Jeantet, directeur des Centristes et conseiller de Paris. Bonjour. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Je devrais dire l'excellente revue Politique et Parlementaire. Toujours des articles très intéressants. Et puis nous attendons Serge Groix. Le prochain sort bientôt. Sur la violence, la guerre de tous contre tous. Point d'interrogation. C'est un excellent sujet. Et Serge Groix, le maire LR d'Orléans, qui est dans les bouchons. Étonnant. Non, c'est très, très étonnant. C'est surprenant à Paris. On a un collaborateur qui a croisé Madame Hidalgo en voiture. Donc, visiblement, elle n'a pas pris le vélo. Donc voilà. On va revenir sur l'information qui vient de tomber. Nicolas Sarkozy reconnu coupable dans l'affaire Big-Malion. On n'a pas encore les détails, mais on va y revenir dans un instant. Le prix de l'énergie, vous avez tous vu que le prix du gaz va augmenter, le prix de l'électricité également, vers une nouvelle crise sociale. Comment le gouvernement va répondre à ces hausses de prix qui vont évidemment impacter le quotidien de tous les Français. Zemmour, encore et toujours, tout le monde veut débattre avec lui. Et puis vers une prolongation du pass sanitaire, je vous l'avais bien dit, diront certains, on pourra en redébattre. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Arnaud, un coup de gueule. Ah oui, c'est un coup de gueule. On a appris, je crois, la semaine dernière, le transfert de l'unité de production des moteurs Vinci. Alors les moteurs Vinci, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Les moteurs Vinci sont à Vernon. C'est les moteurs qui permettent tout simplement la propulsion du lanceur Ariane. On va transférer cette production en Allemagne. Alors c'est quand même d'abord une illustration de plus du processus de désindustrialisation de la France, mais c'est surtout, il faut le rappeler, une perte de compétences stratégiques majeures de la France dans ce domaine. Il faut se souvenir que la France, au début des années 60, a mis en place une politique spatiale. Je crois que d'ailleurs le CNES va commémorer le 60e anniversaire de son existence en décembre prochain, et que c'est la France qui a été le moteur de l'Europe spatiale. Si Ariane a pu se créer, bien évidemment, c'est une coopération interétatique, Ariane, dans le cadre de l'Agence spatiale européenne, mais c'est grâce quand même aux compétences stratégiques de la France. Et je trouve que cette information, finalement, est passée quasiment sous les radars, et qu'elle traduit d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non, la perte d'autonomie stratégique de la France. Alors tous les jours, on nous parle d'autonomie stratégique, de souveraineté de la France, mais là on est sur un domaine qui est un domaine quand même capital, à la fois pour des raisons, j'allais dire, de lancement civil, mais aussi lancement militaire, et que la perte de cette compétence fait que la France n'est plus la première puissance spatiale en Europe, en l'occurrence. La France a été la première puissance spatiale en Europe. Toujours, d'ailleurs, elle ne l'est plus de fait. Non, parce qu'on regarde, il suffit de voir les contributions des Allemands et des Français à l'Agence spatiale européenne. Aujourd'hui, la contribution spatiale de l'Allemagne est supérieure à celle de la France. Alors j'allais dire que c'est un retour historique, parce que c'est quand même les Allemands qui ont développé, il faut s'en souvenir, les capacités de propulsion qu'on avait récupérées après-guerre, notamment. On n'était pas les seuls, les Américains avaient fait la même chose, et les Russes aussi, avec un certain nombre d'ingénieurs allemands, on l'a oublié, qu'on avait récupérés dans les conditions que l'on sait, notamment sur le site de Vernon. Et lorsqu'on a fait les premiers lancements des fusées françaises dans le Sahara à l'époque, avant que ça soit en Guyane, il y avait beaucoup d'ingénieurs allemands sur le pas de tir de cette première fusée, qui était la fusée, je crois, me semble-t-il, ça ne Astérix. fait que confirmer le recul de la France dans un domaine stratégique où Ariane était quand même le leader sur le marché. Il faut se souvenir, il y a encore quelques années, qui ne l'est plus aujourd'hui avec le lanceur SpaceX, qui est développé par Elon Musk, qui vient concurrencer fortement ce lanceur. Mais je trouve que c'est une nouvelle qui est plutôt inquiétante. Oui, il y a aussi Sanofi, on l'a évoqué, qui n'a pas été qui a abandonné parce que trop en retard. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on est hélas en perte de vitesse. Nicolas, vous, c'est un coup de gueule ?
Ah oui, moi c'est un coup de gueule. Et où sont les 15 000 places de prison prévues chaque année, à chaque mandature, par la gauche et la droite. Et là, je reviens sur, en ce moment, au Parlement, on débat sur un projet de loi sur la justice, qui est assez technique, sur l'encadrement du travail en prison, sur l'enregistrement et la diffusion des auditions. Et il y a un rapport sénatorial que j'ai découvert et que j'ai lu d'un sénateur qui s'appelle Jean-François Husson, qui est un sénateur de Meurthe-et-Moselle, et qui examine chaque année le budget de la justice en 2020. Ouais. Et quand on regarde ce budget, on s'aperçoit qu'effectivement les créations d'emplois ont été maintenues, donc ont été même augmentées, donc les magistrats promis sont arrivés. En revanche, il apparaît, alors les bras m'en sont tombés, il apparaît que des crédits ont été non consommés. Notamment, alors sur l'aide juridictionnelle, c'est un peu normal, parce que pendant la période Covid, il y a eu moins d'affaires, donc il y a eu moins d'aide juridictionnelle, mais sur les crédits d'investissement, 652 millions. Et quand on regarde un peu, donc 650 millions, c'est du crédit immobilier, donc des créations de places de prison, et donc des prisons elles-mêmes. Et donc, je répète, où sont les 15 000 places de prison promis d'ailleurs par Macron, comme ils étaient promis par Hollande, comme ils ont été promis par Sarkozy. Je rappelle que Sarkozy, il y a eu que 6 700 places de prison qui ont été fournies. Et là, quand on regarde le bilan de Macron, alors il y a 2000 places qui ont été ouvertes, ça vient de la Santé des Baumettes à Aix, mais qui étaient engagés sous l'ancien mandat de Hollande. Il y a 650 places qui sont en cours de réalisation et il y a 3450 places en cours de marché qui vont sûrement être livrées dans le prochain quinquennat, ce qui fait aussi 6000 places. Donc à chaque fois, on est à la moitié des places prévues. Et quand on dit que on est inquiet sur la réponse pénale, qu'il y a une surpopulation dans les places de prison, que la réponse pénale n'est pas toujours à la hauteur des faits, enfin, moi, j'estime que la meilleure des réponses pénales aujourd'hui, c'est l'enfermement, c'est la prison, c'est c'est-à-dire l'exécution de la peine. C'est ce que dit, c'est ce qu'évoque Xavier Bertrand. J'entendais l'autre jour, il évoquait ce qui se passe, je crois que c'est aux Pays-Bas, où toute condamnation fait l'objet d'un enfermement, que ce soit 15 jours, 1 mois, il y a une sanction. Il y a une sanction. Alors après, ce à quoi je voulais venir, il faut aujourd'hui, la sanction, c'est la privatisation de la liberté, on l'a vu avec le pass sanitaire, est la meilleure des sanctions. Que ce soit une semaine, 15 jours ou 3 semaines. Et pour ça, mais avec mandat de dépôt. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sortent. On va accueillir Monsieur le maire. Monsieur le maire qui vient d'arriver, Serge Grouard. Aujourd'hui, et c'est Paris, Serge Grouard, c'est pas Orléans. Orléans qu'à Paris. Alors on va revenir sur vos places de prison, mais là c'est l'heure du journal. À tout de suite. Les débats aujourd'hui, nous commentons l'actualité avec Nicolas Jeantet, directeur des Centristes, conseiller de Paris, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et Serge Grouard, qui est enfin arrivé, maire LR d'Orléans. C'est les trains qui étaient en panne, c'est la circulation dans Paris. C'est la circulation dans Paris. Je suis désolé, je ne suis jamais en retard. Et voilà. Eh bien, c'est comme ça. À Paris, c'est souvent le cas. Prix de l'énergie vers une nouvelle crise sociale. Comment faire pour que cette hausse des prix du gaz et de l'électricité n'impacte pas trop la vie des Français, mais ça va forcément être le cas. Éric Zemmour, tout le monde veut débattre avec lui, et puis vers une prolongation du pass sanitaire, et puis on reviendra sur le jugement qui a été rendu dans l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy reconnu coupable. Le jugement, enfin la peine n'est pas encore tombée. On attend et on vous tiendra au courant. On revient sur votre coup de gueule, Nicolas, sur les prisons, donc les places de prison qui n'ont pas été construites. Oui, juste pour rebondir 30 secondes, c'est de dire qu'aujourd'hui, effectivement, la prison reste, la privatisation des libertés reste la meilleure des sanctions. Et je crois qu'il faut construire absolument nos places de prison pour faire d'ailleurs des séjours à court terme. On peut être emprisonné pour une semaine. Aujourd'hui, quand une personne sort du tribunal avec 5 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende, mais il lève les bras en l'air en disant victoire, parce que il va pas en prison, et puis les 5 000 €, de toute façon, il les payera pas, ou il les payera sur 10 ans. Et donc aujourd'hui, si pour même des petits délits, on sort du tribunal avec mandat de dépôt immédiat et une semaine ou 15 jours de privatisation des libertés ou d'être en prison, privation, pardon. Effectivement, peut-être privatiser les prisons, c'est peut-être à ça que vous pensiez. Mais avait couru il y a quelques années. Et d'ailleurs se pose la même question pour les centres éducatifs fermés. Il y en a 52 seulement en France. On sait qu'un centre éducatif fermé, c'est 12-15 jeunes maximum. C'est pas assez. Il faudrait au moins un centre éducatif fermé, au moins par département. Enfin, c'est inadmissible.
inadmissible. Oui, Kevin, sur les places de prison, oui, c'est... Oui, c'est un marronnier. Je veux dire, on nous promet à chaque fois des places de prison. Macron nous avait promis 15 000 places de prison. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 000 construits. Donc évidemment, ils ne tiennent jamais leurs promesses et les Français en ont marre parce qu'il y a un véritable sentiment d'impunité dans ce pays. On a l'impression que les politiques, en effet, ne font rien pour régler ce problème. Et les places réalisées ont d'ailleurs été programmées avant le début du quinquennat de M. Macron. Donc c'est dire effectivement qu'on ne sort pas de ce sujet-là. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Parce que c'est compliqué de trouver des emplacements. Tout le monde veut des places de prison, mais pas près de chez soi. Écoutez, nous, sur Orléans, nous avons aidé l'État à disposer d'un site nouveau. Voilà. Il y a eu un centre de détention qui a été réalisé il y a quelques années maintenant, qui a augmenté considérablement le nombre de places de détention par rapport à l'ancien site. Voilà, donc si on veut le faire, c'est tout à fait possible, bien sûr. Kevin Bossuet, votre coup de cœur? Donc un coup de cœur pour la proposition de loi visant à interdire les thérapies de conversion qui est actuellement en discussion au sein de la commission à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Les thérapies de conversion, tout simplement, ce sont des gens, souvent dans la religion un peu radicale, qui considèrent en effet que l'homosexualité est quelque chose de mal et qu'il faut absolument convertir les homosexuels à l'hétérosexualité. Et pour cela, donc, ils font un endoctrinement qui est évidemment moyenâgeux, avec en effet des séances d'exorcisme, une forme de harcèlement. Parfois, ça prend une forme médicale avec l'injection notamment d'hormones ou encore des électrochocs. Et c'est un phénomène qui est loin d'être anodin. Il y a des adolescents, en effet, qui sont pris dans cette spirale-là parce qu'ils sont nés dans des familles où l'intégrisme religieux est la règle. Et c'est quelque chose, en effet, qui est inacceptable. Enfin, l'homosexualité, ce n'est ni une maladie, ce n'est ni quelque chose d'anormal, c'est ni une perversion, c'est une orientation sexuelle comme une autre. Il faudrait en prendre conscience et dire cela, ce n'est pas donner raison à tous ces LGBT qui utilisent évidemment l'homosexualité pour faire de l'idéologie et pour déconstruire notre pays. C'est simplement pour dire, à un moment, il y en a marre, laissez les homosexuels tranquilles, que ce soit chez les intégristes religieux ou que ce soit chez les intégristes politiques que sont ces LGBT, foutez-leur la paix. Et voilà, et puis l'homosexualité, on ne changera jamais, c'est un fait sociétal depuis toujours, et puis voilà, donc vive cette proposition de loi. Un très bon reportage de Bernard Nicolas, on avait reçu un de ces jeunes hommes qui ont accepté de bonne foi en pensant qu'ils étaient malades, et ce qu'il a filmé, il y a eu des suicides aussi, terrifiant. Vraiment. Mais un auditeur, Stéphane, me dit, mais la mivilude est sous respirateur artificiel, que faire? Effectivement, la mivilude, c'est une mission interministérielle pour lutter contre les dérives sectaires. C'est une dérive sectaire. Vous en avez eu connaissance, vous, Serge Groix? Non, c'est effrayant ce que j'entends là. Je pensais que c'était d'un autre temps révolu, et j'apprends effectivement ce que vous dites, et c'est incroyablement choquant, quoi. L'homophobie est en hausse. Les actes d'agression contre les homosexuels sont en hausse depuis quelques années, alors qu'on pourrait penser qu'on vit quand même une société beaucoup plus ouverte, beaucoup plus open, et finalement les agressions sont de plus en plus importantes. Et beaucoup d'associations, alors il y a le refuge, elles sont peut-être aussi plus dénoncées. Oui. Elles sont peut-être plus dénoncées. C'est plus facile effectivement d'aller porter plainte aujourd'hui dans un commissariat qu'on le faisait avant. Mais ça existe toujours, et on voit dans les journaux combien d'histoires d'enfants qui ont été chassés de leur famille, notamment auprès de religions musulmanes, où l'enfant, le garçon, quand on s'aperçoit qu'il est homosexuel, ou la fille d'ailleurs, elle est chassée de la famille, et d'ailleurs c'est le rôle des associations derrière de les recueillir. Là, ce sont principalement des catholiques qui intégrisent dans les chez les musulmans, ça commence à apparaître aussi. Ça existe. Un coup de cœur que je me partage, Serge Groix. Un coup de cœur pour un homme qui est décédé le 24 septembre dernier, là au Mali. Tout le monde comprend que je veux parler du sergent Maxime Blasco, 34 ans, du 7e bataillon de chasseurs alpins. Un homme d'une très grande bravoure, puisque déjà dans des opérations difficiles à d'autres reprises, blessé également, plusieurs fois médaillé militaire. Voilà, un type qui force le respect, on dit chapeau. Et puis une cérémonie effectivement qui était empreinte d'émotion. Et sa compagne, très, très fort, sa compagne qui demande le mariage à titre posthume, et bien évidemment que l'on est tous avec elle pour qu'elle puisse l'obtenir, parce que ça ne ramènera pas Maxime Blasco, mais ce sera, je pense, une juste mesure. Et
à travers lui, c'est l'hommage rendu à tous nos militaires qui font honneur aux 3 couleurs françaises, qui se battent un peu partout dans le monde, voilà, et oui, qui sont l'honneur de la France. Oui, non, c'était vraiment bouleversant, c'était beaucoup plus... ce roulement de tambour, moi j'ai regardé, vous l'avez vu, Kevin, vous avez vu une partie? Non, je ne l'ai pas vu, mais en effet, je suis d'accord avec ça. Et puis, je ne vais pas polémiquer sur la mort de ce héros, parce que c'est un véritable héros national, mais on a l'impression un petit peu quand même dans notre pays qu'il y a des gens qui meurent pour lutter contre l'islamisme en dehors de notre sol, et on a l'impression que sur notre sol, on ne fait rien véritablement pour lutter contre l'islam politique, et c'est ça qui me rend dingue, en fait. On sacrifie des hommes qui donnent leur vie, les politiques ont peur d'être stigmatisés, peur d'agir, peur que ça explose, et finalement on ne fait rien ou pas grand-chose sur notre territoire, et ça c'est scandaleux. Alors moi j'avais un coup de gueule, une nouvelle fois, c'est Assa Traoré, vous voyez la sœur d'Adama Traoré qui s'est rendue au tribunal de Paris, qui est rentrée avec son petit comité, ils étaient une dizaine, et qui a insulté les policiers, qui a vociféré, n'importe qui d'autre aurait eu outrage à agent, se serait fait expulser. Alors elle est venue et elle porte plainte. Alors je crois que c'est au moins la 10e plainte dans cette affaire, des plaintes qui en général n'aboutissent pas, dissimulation de preuves contre la juge d'instruction. Si les journalistes parfois faisaient leur boulot, ils sauraient que ce qu'elle appelle dissimulation de preuves, c'est le dossier médical, c'est l'expertise médicale qui ne peut être lue que par des médecins. Donc il n'y a pas de dissimulation de preuves. Donc cette femme, gesticule, insulte et privilégié, un traitement de faveur particulier, où on ne lui dit rien. Essayez de rentrer, Kevin ou Nicolas, dans le tribunal en hurlant que vous êtes victime d'injustice, vous serez viré manu militari. Oui, mais Assa Traoré appartient au camp du bien. Je veux dire, elle est dans la bonne position. Si ça avait été un militant d'extrême droite, un militant de droite dure, évidemment, cela aurait fait la une des journaux, tout le monde se serait ému. Il y a véritablement un 2 poids 2 mesures, avec certaines personnes qui se permettent n'importe quoi, et on accepte cela, et d'autres qui ne peuvent pas lever le petit doigt sans se faire taper dessus. Voilà ce qui est devenu la société française, véritablement un diktat idéologique qui est devenu insupportable. Et j'imagine qu'elle est arrivée au tribunal avec vêtue de grandes marques de vêtements, puisqu'on sait qu'elle est sponsorisée aujourd'hui par des grands couturiers, ce qui est un scandale, et elle pose dans les journaux pour des grandes marques de haute couture. Voilà, de vrai marketing. Alors il paraît même Assa Traoré se rend à la Fashion Week au nom de son frère. Son frère, voilà, j'ai vu qu'elle y était allée. Elle pose avec des grands couturiers. Mais voilà, donc c'était mon coup de gueule. Voilà, je vous propose qu'on marque une pause et qu'on commence à débattre de nos sujets, la hausse du prix de l'énergie. 0826 300 300, appelez-nous pour nous dire comment vous envisagez ces hausses. Moi, j'ai entendu des gens dire je vais être obligé de vendre mon logement, d'acheter ou de déménager, de trouver des logements plus petits parce que je ne vais pas pouvoir supporter ces hausses de prix. Comment le gouvernement va réagir? Et puis la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. On revient sur tous ces sujets. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi avec Serge Grouard, maire d'Orléans, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique, Nicolas Jeantet, directeur des Centristes et conseiller de Paris, et Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Les tarifs réglementés de l'électricité devraient connaître une nouvelle hausse d'environ 12% en début d'année prochaine. Et puis lundi, le régulateur de l'énergie a annoncé une hausse de près de 13% au 1er octobre des tarifs du gaz. Donc le Premier ministre va s'exprimer ce soir au journal de 20h de TF1 pour peut-être essayer de désamorcer. Je vois pas très bien il va annoncer certainement des mesures pour aider les Français, sauf que tous les Français sont touchés par ces hausses de prix. Alors est-ce que ça peut être l'étincelle, pardon pour le vilain jeu de mots, qui peut mettre le feu aux poudres? On se rappelle que les gilets jaunes, c'est quand même parti à partir de cette hausse de l'essence. Forcément, on pense à la crise des gilets jaunes, mais ce qu'il va falloir suivre, c'est l'impact politique que ça va avoir sur les comportements électoraux à venir. Moi, je suis très frappé, finalement. On a une séquence qui est très années 70, je trouve, en l'occurrence, c'est-à-dire avec justement cette tension sur le coût de l'énergie, qui est quand même à l'origine de la crise qu'on a connue du système productif dans les années 70, des 2 chocs pétroliers. Sauf que, bien évidemment, on ne voit pas les débouchés politiques qui étaient ceux des débouchés politiques des années 70. Mais ça peut avoir un effet quand même important, me semble-t-il, parce que vraiment, on touche à la question du pouvoir d'achat
et du pouvoir d'achat, notamment de ceux qui sont les plus en difficulté en la matière, est-ce que ça peut avoir un impact sur les mobilisations électorales? Parce que qu'est-ce qu'on a vu quand même depuis maintenant un certain nombre de séquences électorales, notamment les municipales et les régionales, c'est-à-dire une désaffection notamment des classes populaires qui ne sont pas, ou même une partie des classes moyennes qui ne sont pas allées voter. Est-ce que cette question-là, qui est une question quand même qui touche encore une fois au coût de la vie et au coût de la vie au quotidien, peut avoir un impact politique pour les futures échéances? C'est la raison pour laquelle, à mon sens, aujourd'hui, l'exécutif communique, essaye de trouver en tout cas un certain nombre de mesures pour absorber et éponger le choc, avec une inflation qui repart à la hausse en plus. Ça aussi, c'est quand même un marqueur des années 70, il faut s'en souvenir. Donc on a en tout cas, je suis pas sûr qu'on ait un risque, si vous voulez, social immédiat. Non. Je suis pas sûr, parce qu'en général toutes les menaces sociales que l'on annonce en général ne voient pas le jour. Hein. C'est lorsqu'on ne les voit pas qu'elles arrivent. Mais je pense, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la mobilisation politique, notamment pour les présidentielles. Et il est évident que si les classes populaires et les classes populaires vont voter, ça peut quand même changer, ça peut changer la configuration électorale. Oui, parce que effectivement, le pouvoir d'achat risque aussi d'être au centre de la campagne. Évidemment. Kevin Bossuet. Oui, je suis d'accord avec ça, sauf que la hausse de l'énergie, ça ne concerne pas que les classes populaires, ça concerne également les classes moyennes, ça concerne tout le monde. Et quand j'entends le gouvernement encore faire des chèques de 100 € en effet pour ceux qui sont modestes, mais très bien pour eux. Mais je veux dire, à un moment donné, on autofinance finalement la classe moyenne. Voilà, il reste la classe moyenne. Donc il y a peut-être d'autres choses à faire. Par exemple, pourquoi pas baisser la TVA sur l'énergie? À un moment, c'est peut-être aussi un produit de première nécessité. Où je vois là que Engie a fait des millions de bénéfices au cours de ces derniers mois. Pourquoi on ne taxerait pas davantage, notamment Engie? Et puis il y a la question aussi, le fait d'essayer de baisser notre consommation. On n'a pas réglé toute la problématique autour des passoires énergétiques. Et puis même, en fait, on raisonne toujours en termes de la quantité d'énergie, mais il faut peut-être aussi raisonner en termes de l'utilisation. Il faut peut-être aller vers une baisse de cela, une rénovation en effet de nos logements, une rénovation de nos appartements. Et c'est comme ça que sur le long terme, c'est ce qu'a annoncé Mme Pompili, je crois, ce matin. Oui, absolument. C'est ce qui a été annoncé, alors que cela fait 10 ou 15 ans que l'on devrait le faire. Moi, j'étais en partie rapporteur avec d'autres collègues à l'époque du Grenelle de l'environnement. C'était donc il y a plus de 10 ans maintenant. C'était dans le Grenelle de l'environnement. Et depuis lors, rien n'a été fait. Et je trouve que c'est très significatif de l'incapacité de l'État à agir et à se projeter dans l'avenir. Parce que l'augmentation des prix de l'énergie, c'est quelque chose qui est inéluctable. On n'y échappera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande d'énergie qui est en hausse au plan mondial et il y a une tendance à une limitation de la ressource, notamment en pétrole, et quelque part c'est tant mieux parce que ça limitera nos gaz à effet de serre. Et là, au lieu d'engager une grande politique de l'énergie, on prend des mesurettes. Donc effectivement, on anesthésie à quelques mois des élections présidentielles. On va distribuer 100 balles ici, 200 balles là. Mais ça ne changera rien. Ça vide un peu plus les caisses de l'État qui sont déjà totalement à plat. Et ça ne produit aucune solution pour l'avenir. Sur le long terme, il n'y a pas de vision. Il n'y a aucune vision, il n'y a aucune politique. Je trouve que c'est dramatique s'il y a un domaine, j'allais dire, où c'est presque relativement simple. C'est la question de l'énergie, parce que nous avons tous les outils pour mener une grande politique d'une énergie décarbonée, avec un bouquet énergétique, comme on le dit, c'est-à-dire avec le nucléaire, parce que je dis qu'on ne peut pas faire sans le nucléaire, qui plus est, qui est une énergie décarbonée, et avec les énergies dites renouvelables pour lesquelles nous avons les compétences, nous avons les entreprises, nous avons les artisans, nous avons les moyens financiers, notamment au niveau local, au niveau des collectivités locales. Donc on a tout le panel de ce qu'il faut pour le faire. Et on ne le fait pas alors que l'on en retirerait également un avantage compétitif pour notre économie, pour nos industries. On ne le fait pas. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. On a fait dans l'histoire, on a fait quand même la politique nucléaire. Alors, on peut être pour, on peut être contre, mais on a fait une grande politique de l'énergie il y a 40-50 ans qui a réussi, notamment parce que nous avons une électricité aujourd'hui qui est encore
compétitive, si je puis dire, par rapport à d'autres, qui donne donc un avantage compétitif, notamment par rapport à nos amis européens et allemands, je crois en particulier. Et là, il suffit de refaire le coup du nucléaire avec les énergies renouvelables. On ne le fait pas. On est trop dépendant effectivement du gaz et du pétrole. Effectivement, ce mix énergétique nucléaire et de l'autre côté énergie renouvelable, notamment via les éoliennes. Alors c'est tout le débat sur les éoliennes. Moi je suis contre les éoliennes sur terre, mais les éoliennes en mer, il faut à mon avis les développer de façon importante. Oui, pour revenir à la question du début, oui, les pêcheurs ne sont pas toujours d'accord. Hein. Oui, c'est vrai. Tous les signaux sont aujourd'hui là pour avoir une vraie crise sociale. Alors, est-ce que la crise sociale va avoir lieu tout de suite? Elle va avoir lieu plus tard? Je ne sais pas. Il ne faut pas oublier que les gilets jaunes, les manifestations de gilets jaunes, ont lieu tous les week-ends et ne se sont pas arrêtés pendant l'été. Moi qui ai rendez-vous tous les 15 heures à la préfecture de police pour faire le point sur la manifestation, à Paris, tous les week-ends. Avec le mouvement anti-pass sanitaire. Elle s'articule aussi. Ils sont séparés, bien sûr. Mais enfin, bon. À Paris, on a 5 manifestations chaque week-end. Les sans-papiers, les gilets jaunes, les anti-pass, pour une ambassade, etc. Il y a 5 manifestations par week-end. Est-ce qu'elle prendra la forme d'une grande manifestation? Je ne sais pas. Elle prendra en tout cas pas la forme de blocage des transports, parce que ça, c'est plus à la mode. Et ça pénalise finalement ceux qui vont travailler. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, effectivement, tous les ingrédients sont quand même là pour que demain, il y ait une nouvelle manifestation des Gilets jaunes. Aucune des causes qui ont été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes n'ont disparu. On a eu le grand débat qui a été finalement un moment de communication qui visait tout simplement, à un moment donné, essayer de faire baisser la tension. Mais les raisons qui ont mobilisé toute cette France périphérique que l'on a vu manifester à partir du mois de novembre 2018, c'est-à-dire la disparition des services publics, la question du pouvoir d'achat, la question aussi de la dépossession politique, parce que beaucoup nous disaient finalement qu'ils ne se reconnaissent plus dans les formes de représentation politique. Aucun de ces problèmes jusqu'à présent n'a été réglé. Je dirais même que finalement le mandat d'Emmanuel Macron les a d'une certaine manière exacerbés. Et puis n'oublions pas aussi un aspect psychologique. Enfin, on en a parlé en arrivant dans le studio. Tout le monde est en ce moment fatigué psychologiquement. La crise Covid a amplifié les inégalités. Il y a beaucoup de burn-out, les gens sont exaspérés. Moi, à la mairie, je n'ai jamais... Alors, c'est les personnes âgées. J'ai un nombre de personnes âgées qui demandent des rendez-vous, qui sont seules, qui ne reçoivent pas leur pension, qui ont peur de sortir dans la rue parce qu'il y a un peu d'insécurité. Je n'ai jamais reçu autant dans mes permanences de personnes âgées que les années précédentes. Donc, il y a un sentiment de fatigue générale. Et puis... il y a fatigue et colère. Oui, la fatigue et colère. Mais quand je dis fatigue, c'est mais qui traduisent la même distanciation par rapport au pouvoir. Une détresse psychologique. Mais ce qu'évoquait Kevin, parce qu'on parle toujours effectivement, et c'est très bien ce chèque énergie, mais ça va toucher tout le monde. J'ai une auditrice qui dit c'est marrant, je vous écoute, je suis en train de chercher des chaussettes et une bouillotte parce que je ne veux pas monter le chauffage. On le voit tous sur notre facture. Moi, j'ai ma facture. Moi aussi. Quand je dois payer, c'est NJ, mon électricité, je dis à mon fils, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as pris 10 bains? T'as pris 15 bains aujourd'hui? Les prix ont vraiment augmenté, même pour nous. Donc le pouvoir d'achat risque d'être vraiment au centre de la campagne. Vous savez qu'il y a eu un sondage là récemment. Alors il y a la perception en effet, et puis la réalité ensuite. Mais il y a eu un sondage, je crois, qui a été publié dans les Échos il y a de cela une semaine, où vous avez quand même 60% des Français qui jugent négativement la politique économique qui a été menée par Emmanuel Macron. Donc ceci veut dire cela. En l'occurrence, la question du pouvoir d'achat, elle est au cœur. En fait, on a le sentiment qu'on n'est plus capable de vivre dignement de son travail. C'est ça, on est des travailleurs, on se lève tous les matins, on respecte les lois de notre pays, voire on aime notre pays. On a l'impression qu'à la fin, on n'a plus rien en fait, et que finalement, il y a des tas de subventions sociales qui sont versées à des gens qui ne respectent pas nos valeurs et à des gens qui ne lèvent pas le petit bois. Alors dit comme ça peut paraître scandaleux, mais c'est quand même un sentiment très important. Moi, je le vois en Seine-Saint-Denis, quand il y a des gens qui me disent, des mères de famille qui travaillent, qui se lèvent tous les matins, qui travaillent de nuit, qui me disent ça fait 15 ans que je demande un logement social et finalement vous avez une famille qui vient du Sahel ou je ne sais pas trop quoi, qui a un logement social au bout de 6 mois. Enfin, ça devient insupportable. Quand allons-nous rendre finalement l'honneur qu'ils méritent aux travailleurs de ce pays? C'est la force vive de la nation. Absolument. Dernier élément. Non, c'est pas d'élément parce que c'est la pub. Après on perd de l'argent. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Et on débat sur Sud Radio. Parlons vrai avec vous. 0826 300. Et Arnaud Benedetti qui débat avec Serge Brouard. Vous voulez qu'on n'a pas encore la condamnation
condamnation de Nicolas Sarkozy. On va peut-être attendre un petit peu, parce qu'en tout cas, il a été reconnu coupable par le tribunal du financement illégal. Il était au courant, selon le tribunal, donc du financement illégal et du dépassement de ses frais. C'est surtout le dépassement des frais de campagne. C'est pas tellement les frais de campagne. C'est le dépassement. Il n'y a pas de valise d'argent qui a financé la campagne. C'est le dépassement du plafond. Absolument. Après, chacun a son avis personnel. Alors, est-ce qu'on doit en parler? Éric Zemmour, il est partout, encore et toujours. Mais c'est vrai que, force est de constater qu'il occupe le paysage médiatique. Alors, est-ce qu'on est responsable? Ce sera un bon sujet peut-être pour vos étudiants. Arnaud Benedetti, un sujet de débat sur la responsabilité des médias dans la montée d'Éric Zemmour, ou est-ce qu'il se suffit à lui-même pour attirer un certain nombre d'électeurs? Et puis surtout, tout le monde veut discuter, tout le monde veut débattre avec lui. Damien Abad propose même de le démontrer dans un débat avec le polémiste. En tout cas, il dérange vraiment la droite. Oui, alors Éric Zemmour, il existe depuis quand même un nombre d'années. Le suicide français, ça date, je crois, de 2014 ou de 2013, donc qui avait connu quand même un succès de librairie considérable. Il avait vendu, je crois, 500 000 ou 600 000 exemplaires. Donc, si vous voulez, Éric Zemmour, il existe par lui-même. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il pose un problème à toutes les droites. D'abord, il pose un problème, bien évidemment, au Rassemblement national, si l'on en croit les études d'opinion. Alors, je voudrais quand même faire juste une petite réserve sur les études d'opinion. Je regardais l'autre jour, la cote dans les études d'opinion de Jacques Chirac en novembre 1994, au moment où le duel avec Édouard Balladur se profilait à l'horizon. Jacques Chirac était à 15%. C'est-à-dire qu'il était complètement largué. L'ensemble du groupe parlementaire RPR l'avait pratiquement laissé de côté. Et au mois de février 1995, on a vu les courbes se croiser. Donc il faut être extrêmement prudent déjà sur les études aujourd'hui qui sont publiées. Mais bon, elles traduisent quand même à un moment T une dynamique qui est une dynamique dont on peut se poser la question si elle sera durable ou non. Ouais. Moi, je crois qu'en tout cas, il pose des problèmes à toutes les droites. Il pose des problèmes au Rassemblement national parce qu'il occupe l'espace politique, qui est l'espace politique de la radicalité et des fondamentaux du Front National à l'origine que Marine Le Pen s'était forcée de gommer dans sa stratégie de dédiabolisation. Et il occupe aussi un espace politique au sein de la droite républicaine, des Républicains, parce que vraisemblablement une partie de cet électorat ou de ses sympathisants considère que les offres qui lui sont proposées, enfin les principales, c'est-à-dire celles de Bertrand, de Pécresse et de Barnier, sont insuffisamment droitières. Ouais. Donc, quand on regarde finalement les études, on voit qu'il prend dans les deux électorats. Oui, et c'est ce qui fait sa force. En plus, il y a un autre aspect, c'est quand même, on vit dans une atmosphère extrêmement anti-système depuis maintenant de nombreuses années. Et donc, j'allais dire, ce courant anti-système, il capitalise aujourd'hui dessus de manière assez forte. Alors, vous réagirez tout à l'heure, parce que la peine de Nicolas Sarkozy vient de tomber. Il a été jugé coupable de financement illégal. 1 an de prison ferme aménagé en détention à domicile sous surveillance électronique. Donc Nicolas Sarkozy va avoir un bracelet électronique, c'est ce que ça veut dire. Il va faire appel. Hein. Oui, il va faire appel, mais est-ce que c'est exécutoire ou pas? C'est automatique En principe, il fait appel. Ah non, s'il fait appel, c'est pas exécutoire. Jérôme Lavrieux a été déclaré coupable de complicité, d'escroquerie, d'abus de confiance, de complicité de financement illégal de campagne. 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis, avec aménagement de la peine à domicile, sous surveillance électronique. Pas d'amende pour lui. Comment vous jugez cette peine? Moi, c'est difficile de juger cette peine. Volonté de l'humilier? Volonté de l'humiliation, oui, quand même. Oui, je pense. Compliqué. Hein. Et on le sait depuis longtemps. Il y a une sorte d'acharnement contre Nicolas Sarkozy. Voilà. Et je le dis d'autant que je peux me permettre d'ajouter que je n'ai jamais été perçu comme un sarkozyste pur jus, si vous me permettez l'expression. Mais voilà, je trouve que si l'on est bien dans une question de dépassement des frais de campagne, bien, on est sur ce sujet, sauf erreur de ma part. Je m'interroge quand même sur la proportionnalité de la peine prononcée au regard d'un dépassement de frais de campagne, comme il a été dit tout à l'heure. Là, il y a illégal, un financement illégal, c'est au-delà du dépassement. Oui, mais ça veut dire quoi? Là, c'est là où il faudrait voir les attendus, parce que pour l'instant, moi, je n'ai pas les attendus. Alors, Bastien Millot, lui, a été condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois ferme, et Guy Alves, qui était le
le patron de Big Malion, à 2 ans de prison, dont 1 ferme. Donc, ce sont des peines, de la prison ferme assez sévère. Kevin Bossuet. Oui, c'est sévère. Évidemment, le mur des cons du syndicat de la magistrature n'est en fait jamais tombé. On a affaire à une justice évidemment idéologique, et le but c'était évidemment de se taper Nicolas Sarkozy, parce qu'évidemment beaucoup de juges l'ont dans le viseur. Je crois que les Français en ont marre de cette justice qui ne se rend plus au nom du peuple français, mais au nom d'une certaine idéologie. Il y a déjà eu l'affaire Fillon, déjà le peuple de droite, on lui a volé quand même la dernière élection, et là on sent bien qu'on essaye de lui voler l'un des seuls, pas candidat, mais l'un des seuls hommes politiques encore intègres qui demeure encore dans leur cœur, et moi je trouve ça regrettable. Ouais, moi je suis embêté parce que j'ai beaucoup d'affection pour Nicolas Sarkozy. Je trouve que c'est un des hommes politiques qui reste et qui a encore plus de charisme. On l'a vu récemment quand il est apparu sur des chaînes de télévision. Tout le monde dit, même s'il était mal rasé, même si, etc. Alors, tout le monde a dit quel charisme, il prenait les sujets à bras-le-corps, il y avait une passion chez lui, et on ne retrouve pas cette passion, excusez-moi, ni chez aucun des candidats aujourd'hui à la présidentielle. Donc voilà. Après, effectivement, ça a été, on veut sa peau, on veut sa peau. Après, même à titre personnel, moi, je pense pas qu'il était au courant de ce dépassement de compte de campagne. Il était président de la République à ce moment-là. Je vois mal. Moi, je suis directeur d'un homme politique. Je vois mal à ce niveau-là aller voir le président de la République. Je dis attention, on va dépasser 200 ou 300 000 euros. Il faut que je me débrouille tout seul. Il faudra que je trouve la solution. Enfin voilà, c'est mon avis personnel. Donc je suis un peu peiné par ça et je pense que voilà. C'est-à-dire sur la disproportion. Surtout qu'il faut rappeler que Nicolas Sarkozy a été condamné dans l'affaire dite des écoutes, il me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons, à un enferme aussi. Un enferme, oui. Déjà. Donc le cumul des peines fait qu'il pourrait aller en prison ? Non. Ils aménageront. Non, là, dans l'état actuel de la procédure, certainement pas, puisqu'il y a appel. Enfin, j'imagine qu'il va faire appel. Donc, on attend effectivement les attendus et plus de détails, mais en tout cas, vous tous autour de la table, vous dites qu'il y a une volonté de sévérité et de marquer très clairement de marquer le coup, de condamner, de dire que la justice est là et le... Oui, que la justice doit rendre un jugement aussi bien pour les grands du monde que les petits du monde et montrer l'exemple. Lors du déroulé de ce procès, le ministère public s'était ému qu'il ne vienne que pour son audition et avait considéré que cette attitude était une attitude désinvolte. Donc ça en dit long quand même aussi sur la façon dont le ministère public a requis dans cette affaire. Absolument. On revient à notre sujet Éric Zemmour, donc sur est-ce que la droite doit débattre avec lui, est-ce qu'on doit continuer à alimenter tout ce qui se passe autour de lui, Kevin Bossuet ? En fait, c'est une question de survie pour la droite. La vérité, c'est que les Républicains sont effrayés parce que Éric Zemmour, c'est le candidat des promesses non tenues par les Républicains et le peuple de droite. On a marre on a marre de ces gens qui tiennent un discours très à droite quand ils sont en campagne et quand ils sont en responsabilité. En effet, ils se gauchisent amplement. Ils ont peur, en effet, d'être attaqués par cette gauche culturelle qui, dans le monde médiatico-politique, met en œuvre un véritable diktat. Et puis, franchement, les Républicains, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Enfin, j'ai l'impression d'assister à un auto-suicide collectif. Ils vont désigner le candidat le 4 décembre. C'est-à-dire que pendant 2 mois, Éric Zemmour va être finalement le représentant du peuple de droite et va avoir complètement les mains libres. Et puis même cette pauvre Valérie Pécresse qui va chez les communistes débattre et qui refuse d'aller à la journée du conservatisme parce que c'est sale, parce que c'est cracra. Et ce pauvre Xavier Bertrand qui s'acoquine avec les communistes et qui nous raconte en effet que le Rassemblement national c'est la pire des terreurs. Mais comment voulez-vous que les jeunes de droite et plus globalement le peuple de droite soient d'accord avec ça ? La vérité, c'est que les jeunes de droite se reconnaissent de plus en plus dans ce que dit Éric Zemmour, et les jeunes républicains, les jeunes qui sont à l'UNI, syndicat étudiants très proche des Républicains, sont en train tous de partir pour soutenir Éric Zemmour. Donc en fait, on assiste à la mort des Républicains et je crois que c'est bien mérité. D'abord, une chose sur le fait que Zemmour dit tout haut ce qu'on pense tout bas à LR ou ce que l'on n'ose pas faire et pas dire. Je ne peux pas être d'accord avec cela. Pourquoi ? Je vais donner juste un exemple. Quand M. Zemmour semble vouloir réhabiliter le maréchal Pétain, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord avec vous. Parce que je suis gaulliste. Je suis d'accord. Et il y a eu l'honneur,
en 40, et il y a eu la honte. Oui, bien sûr. Et moi, je ne peux pas pactiser avec la honte. Mais... Voilà, et l'honneur s'appelle Charles de Gaulle. Et là-dessus, personnellement, moi qui suis et qui reste fidèle aux Républicains, je serai également fidèle à ce message-là jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, et même si je reste tout seul. Bon, ça c'est un point. Alors après, il y a des choses dans ce que vous dites, mais oui, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître et de le dire, sinon on n'en sortira jamais. Quand Éric Zemmour parle des questions d'immigration dans des termes qui ne sont pas les miens, mais sur le fond... Quand on refuse de reconnaître qu'il y a une question migratoire en France, on fait l'autruche. On se met dans le sable et on ne veut pas voir. Donc oui, effectivement, il y a question. Mais ce que je pense, au fond, c'est qu'Éric Zemmour, quelles que soient ses qualités, qui ne sont pas en cause, et c'est un homme de culture, c'est évident, je crois qu'il caractérise le déficit de l'offre politique. Oui. Parce que si l'on avait une offre politique, on a parlé de Nicolas Sarkozy, on pourrait parler d'autres candidats ou élus d'il y a 20, 30 ou 40 ans, et je le dis, on avait quand même un autre niveau. Oui. Je me les sers comme Cyrano, je vais le dire. Bon, et je ne suis pas en train de cracher dans la soupe, parce que je sais que je vais avoir quelques remarques à l'issue pour me dire, mais alors vous êtes chez les LR, vous critiquez. Mais non, je dis les choses. Moi, je le dis largement en tant que maire, de ce que je vois tous les jours dans la réalité, dans le concret, et moins comme responsable politique. Comment vous situez par rapport à ça? Vous voyez qu'Éric Zemmour est le seul à dire des choses... Ce que je veux dire juste en un mot, c'est que moi je suis encore fait de ce matériau-là qui croit que d'être président de la République, d'être Premier ministre, d'être président d'une région, d'être maire d'une ville, grande ou même plus petite, ça ne s'improvise pas. Ça demande des compétences, ça demande, j'allais dire, presque une formation, et c'est cela que je mets. Et une maturation de l'expérience. Et M. Zemmour, quelles que soient ses qualités, n'a pas cette expérience. Et quand je vois dans les sondages qu'on le crédite de X%, je me dis, mais alors, les Français pensent que, finalement, entre guillemets, et ce n'est pas désobligeant ce que je vais dire vis-à-vis d'Éric Zemmour, mais n'importe qui peut être président de la République. Moi, je pense que non. Éric Zemmour est un polémiste, un journaliste. Il fait une analyse historique assez judicieuse de la situation, mais ses propositions sont complètement décalage et sont irréalisables. Vu l'échec des promesses faites par les différents politiques, est-ce qu'on peut comprendre que les Français disent c'est intéressant de se poser la question, pourquoi ces promesses n'ont pas été tenues? On revient en place de prison. Mais on revient en place de prison, mais pas seulement parce que, je redis une chose, que nous avons perdu un certain nombre des fondamentaux qui permettent la décision. Quand aujourd'hui nous sommes prisonniers ou dépendants de l'Union européenne, notamment en matière migratoire, puisque cela a été transféré, les compétences ont été transférées à l'Union européenne, quand la Cour européenne des droits de l'homme nous produit toutes les semaines ou tous les mois une jurisprudence qui nous empêche de faire. Je dis qu'à l'extrême, je voterai pour le candidat qui me dira je vais commencer par réformer ça. Et vous le croyez? Mais je pense que c'est tout à fait faisable. Quelqu'un qui me dirait je dénonce la Convention européenne des droits de l'homme, je dis ça commence à être intéressant. Pourquoi? Parce que nous allons reprendre nos outils de souveraineté. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas traiter de la question de l'immigration tant que le traité de Lisbonne reste ce qu'il est et tant que la Cour européenne des droits de l'homme reste ce qu'elle est. Vous avez parfaitement raison, Serge Gouard, sauf que ce mouvement, finalement, de dévitalisation de la souveraineté, pour aller très vite, il est malheureusement le produit des offres politiques qui se sont succédées de manière alternative au pouvoir depuis maintenant 30 ans ou 35 ans. C'est malheureusement exact. Aujourd'hui, ce qui se diffracte dans l'opinion publique, c'est le sentiment d'une impuissance du politique. L'impuissance du politique, elle nourrit la crise de la représentation politique et elle nourrit ce que vous avez dit, et je suis pas tout à fait d'accord avec vous, le déclassement des politiques. C'est-à-dire qu'en effet, aujourd'hui, le niveau de la classe politique, force est de le constater, pour ceux qui ont un peu de profondeur historique et qui ont vécu d'autres périodes, clairement, le niveau de la classe politique n'est plus tout à fait le même que celui qu'on a connu il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Donc, aujourd'hui, Éric Zemmour, il remplit ce vide. Et il remplit un autre vide à droite, très important. C'est qu'en fait, il y a eu, et ça, d'ailleurs, il l'explique très bien, c'est que les gaullistes ont perdu la bataille culturelle à l'intérieur de la droite. Ils l'ont perdu, il faut le rappeler, quand même,
même si le personnage était éminemment sympathique, sous l'égide de Jacques Chirac, qui a donné quand même le barycentre de la droite plutôt du côté de ce qu'appelle René Raymond les orléanistes, c'est-à-dire l'UDF. Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Voilà, oui, mais le problème, c'est que les électeurs pensent que la guerre est perdue. Voilà. On continue dans un tout petit instant. À tout de suite. Bon, il nous reste plus beaucoup de temps, mais on va quand même peut-être continuer. Vous vouliez réagir, Kevin, sur Éric Zemmour. Oui, je voulais dire en effet qu'il y a une perte des fondamentaux, notamment à droite. Moi, ça me fait beaucoup rire finalement de voir tous ces républicains en train de renier tout ce qu'ils ont été par le passé, parce qu'en fait, Éric Zemmour, c'est le RPR de l'époque. Ce sont exactement les mêmes propositions, et même cette droite a perdu. Fin de l'immigration, réserver une partie des prestations sociales pour les nationaux, c'est dans le programme du RPR des années 90. Et en outre, quand même... Non, mais de l'UDF également. Et en outre, la droite n'existe pas. La droite, c'est la culture irrégulière. La droite, c'est la culture de l'homme providentiel. Et là, les républicains en sont à faire des enquêtes pour essayer de voir qui serait le mieux placé pour remporter cette élection. Mais on est où? Non, mais on a l'impression, moi, en tant qu'électeur de droite, j'ai l'impression qu'on se fout de la gueule. Ça, je suis d'accord. Il manque un leader. Il manque un leader, bien sûr. Il manque Nicolas Sarkozy de l'époque. Voilà, donc les Républicains. Maintenant, on a Xavier Bertrand, voilà. C'est magnifique. On a Xavier Bertrand, maintenant, un grand leader charismatique. Vous avez Valérie Pécresse, Michel Barnier. Je pense que quelqu'un comme Michel Barnier a la stature de l'homme d'État. Qui fait campagne contre lui-même, mais bon, c'est très bien, parce que tout ce qu'il raconte aujourd'hui, c'est le contraire de tout ce qu'il défend. Il a l'expérience. Il a l'expérience, et donc de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Les Français s'en fichent de l'expérience, ils veulent de la fermeté et qu'on applique vraiment les programmes. L'élection de la 5e République, c'est quand même la rencontre entre un peuple et un homme. Et là, effectivement, il nous manque cette rencontre. Éric Zemmour. Tout dépend. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre être polémiste et être chef de l'État. Mais attendez, il y a un grand pas. On le voit bien, on a assez critiqué Macron pour avoir eu aucun mandat et ne pas connaître la France des territoires. Trump a bien été élu aux États-Unis. Je veux dire, le contraire, être maire, ça ne s'improvise pas. Avec quel résultat? Avec des résultats. C'est pas si moins catastrophique qu'on veut bien le dire. Quand on voit Biden, franchement, à côté, c'est pas, on n'a pas à rougir. Oui, non. Est-ce qu'on dit quelques mots sur le pass sanitaire, la prolongation du pass sanitaire, le gouvernement qui veut se donner une marge de manœuvre? Alors peut-être expliquer un petit peu ce que ça veut dire, cette prolongation, Nicolas Jeantet. Non, mais arrêtons les frais. On nous a fait un pass sanitaire pour forcer la vaccination. On arrive pratiquement à plus de 50 millions. Plus de 50 millions de vaccinés. Et 10 ou 15% de non-vaccinés, on n'y arrivera jamais. Moi, j'étais pas favorable déjà au pass sanitaire avant, alors maintenant... Alors peut-être faisons-le de façon progressive. Commençons par les terrasses, commençons par différents lieux, mais restons vigilants pour qu'on puisse remettre le pass sanitaire dès qu'à nouveau, et réalisons bien évidemment les mesures, pour dès qu'il y a une nouvelle pandémie, dès qu'il y a une nouvelle remontée, on puisse agir. Mais libérons un peu les Français. Il faut quand même arrêter avec ce délire bureaucratique. C'est pas possible. Dire que les gens soient obligés et contraints d'exciper un pass sanitaire pour aller prendre un café à une terrasse de café. Ça apaisera un peu c'est quand même, on est dans un processus totalement kafkaïen qui est même inquiétant. Mais ceci dit, vous savez, tous les états d'urgence, en règle générale, ça c'est un principe, restent ensuite dans la loi. C'est bien le problème. Là, pour le coup, les opposants au pass sanitaire avaient mis en exergue ce risque. Et manifestement, on est en train d'y aller tout droit. Avec un risque quand même pour le gouvernement, cette fois-ci, je pense. Alors, Serge Groix. Mais je pense effectivement que le bon sens doit l'emporter, mais dans notre pays, c'est bien difficile de faire gagner le bon sens. Mais effectivement, qu'on puisse y aller progressivement, qu'on puisse par exemple garder dans des très très grandes manifestations 50 000 personnes, que sais-je davantage. Là, on voit que dans les salles de spectacle, personne ne porte le masque. C'est vrai que d'aller en terrasse de café et d'être obligé de montrer le pass, ça devient ridicule. Le gouvernement doit montrer ainsi. Les Français ont fait l'effort, on a tous fait l'effort. Moi, j'étais pas très favorable au pass sanitaire. C'est pas fini. C'est pas fini. Oh, mais enfin, non, mais le pass a été fait pour favoriser la vaccination. Mais ça ruine la parole publique, parce que je rappelle que Véran, il y a 2 mois, nous avait dit non, mais à partir du 15 novembre, c'est fini. Et là, on a M. Attal qui vient nous expliquer hier. S'il nous dit ça, et si le 15 novembre c'est prolongé, alors là, les Français sont dans la rue. Là, je vous le dis tout de suite. Je vois pas l'intérêt de mettre en place une commission pour lutter contre le complotisme quand on l'alimente par ce type de pratique. Ça aurait pu être un coup de gueule, puisque vous avez vu que dans la commission
commission montée par Gérald Bronner, il a choisi Guy Valencien, qui lui-même a été condamné par le Conseil de l'ordre des médecins et qui a une certaine responsabilité dans l'affaire du don des corps de Paris Descartes. Donc on choisit des gens qui sont pas forcément pas adéquates pour parler de transparence et je sais pas, il y a des choses dans les commissions où on se demande s'ils sont à court d'idées. Donc voilà, mais effectivement, commission de transparence, on verra ce que ça donnera. Et puis le pass sanitaire, à suivre. Hein. Suivre. On le demande de moins en moins, le pass sanitaire. On le donne de moins en moins. Et moi, j'oublie de plus en plus mon masque en partant de chez moi le matin, parce que ça y est, on est en train de se relâcher un peu. Je crois que je suis plus allergique au masque qu'à Xavier Bertrand. C'est dur quand même d'aversion pour ce truc. Punchline. Bertrand, mais le masque. Punchline. Là, c'est merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff. Très bonne journée.